Je me souviens de la première fois où j'ai rencontré Allen Ginsberg. Ça devait être en 43, il avait 17 ans à l'époque. C'était un personnage assez anxieux, mais passionné. Il était constamment préoccupé par la guerre, la politique, la mort, les maladies, la vie. Un personnage très particulier, normal si on connaît son enfance. Il est né dans une famille juive descendant d'émigrés russes, dont il héritera plus tard l'idéologie communiste. Sa mère Naomi avait passé beaucoup de temps en hôpital psychiatrique. Elle était bipolaire et souffrait de crises de paranoïa. Ceci marqua à tout jamais Allen, qui devint une personne très affectueuse et empathique. Son père, Louis, était prof d'anglais et poète. Il ressemblait beaucoup à son fils et l'exposa dès son plus jeune âge à la littérature et la philosophie. Quelques années plus tard, vers 44, il est entré dans l'université de Columbia, où il a rencontré Kerouac, dont il tomba follement amoureux. Ce Kerouac, ce bon Jean-Louis de son vrai prénom. Il est doué, n'est-ce pas? Il y était dès sa naissance en 1922. Son premier roman, il l'a écrit déjà à l'âge de 11 ans. Ses profs le trouvaient brillant. Il était à l'époque enfermé et introverti. Il est vrai que la mort de son grand frère de 9 ans, son aîné, l'a fortement marqué dès son plus jeune âge. Et le départ inattendu de sa sœur Caroline le rend d'autant plus seul. Il se retrouve avec sa mère et son père alcoolique, sa mère étant folle du tabac. L'écriture devient un échappatoire, lui qui était destiné à devenir un grand sportif. Il écrit d'une manière peu commune, depuis toujours sans s'arrêter. Il tape sur sa machine, tout un chapitre d'une traite aussi longtemps qu'il tient. Une des plus longues feuilles qu'il ait rédigées mesure 36 mètres de long. Impressionnant, n'est-ce pas? Burroughs est né en 1914 à Saint-Louis, dans le Missouri. C'était le plus vieux d'entre nous. Il a grandi dans sa belle maison de banlieue, au 46-64 Pershing Avenue. Ses parents étaient riches, je crois que son grand-père était l'inventeur de la machine comptable ou quelque chose du genre. Il était étudiant en médecine à Vienne, et je pense que c'est de là qu'il tient son goût pour la chirurgie, la chimie et la drogue. Il a continué ses études et sort de Harvard en 36 et 37. Il était assez singulier comme type, un peu renfermé, toujours à l'écart. Il passait tout son temps à se shooter à l'héroïne. On l'appelait Old Bully ou Big Daddy. C'était vraiment notre père à nous tous et on n'avait que du respect pour lui. Et c'est ainsi qu'ils se rencontrèrent dans le milieu des années 40, à l'université de Columbia à Manhattan. Neal Cassady était de la partie. C'est d'ailleurs lui qui a inspiré à Kerouac le personnage de Dean Moriarty, dans Sur la route. C'est un jouisseur, un affamé de femmes et de liberté, mais aussi un menteur, voleur et terrible séducteur. Il entretenait par ailleurs une liaison homosexuelle avec Allen Ginsberg, qui lui enseignait à l'époque la philosophie. Neal Cassady fait à présent partie de la bande. Gregory Corso survient plus tard, à Greenwich Village, puis c'est au tour de Herbert Huncke à Times Square. C'est à San Francisco qu'il rencontre Gary Snyder, Lawrence Ferlinghetti, Michael McClure, Philip Wallen et Lou Welch. C'est ainsi que commença la future Beat Generation, un groupe d'amis vivant d'art, drogue et sexe. Cette liberté d'esprit est reflétée dans Sur la route, où Kerouac conte le mythe suprême de la Beat Generation, de l'épopée à travers une nouvelle Amérique, dans un amalgame de jazz, poésie et décadence. En 1954, Allen Ginsberg alla frapper à la porte de Kenneth Rexroth à San Francisco, où il emménagea puis rencontra Peter Orlovsky, son partenaire et muse avec qui il resta jusqu'à la fin de ses jours. Kenneth Rexroth était un grand poète américain qui avait forgé beaucoup de liens avec les artistes de San Francisco. Il fut une figure centrale dans ce qu'on appelait plus tard la Renaissance de San Francisco. Très vite, Ginsberg se retrouva en plein cœur d'une révolution culturelle. Dans la ville, de plus en plus de bars crachant du jazz toute la nuit apparaissent, ainsi que des galeries, écoles et beaucoup d'autres établissements artistiques qui réussirent à créer une vraie cohésion et collaboration entre nombreux poètes, peintres, sculpteurs et réalisateurs à la recherche d'une culture alternative et bohémienne. En octobre 1954, une lecture de poésie eut lieu à la Sixth Gallery, où aux côtés de Gary Snyder, John Hoffman et autres poètes, Ginsberg lut pour la première fois Howl, son poème le plus connu, Hymne de la Beat Generation, qui fut publié par Lawrence Ferlinghetti à travers la librairie indépendante City Light Bookstore, située en plein cœur de San Francisco.
en réponse peut-être à l'exaltation et l'envie de découvrir de la Beat Generation, naît à San Francisco l'expressionnisme abstrait, un mouvement artistique dont le style déborde de spontanéité et force. Il incarne une vision très idiosyncratique de l'art, les œuvres sont anarchiques et novatrices. Les artistes explorent de nouvelles techniques de création automatique et inconsciente, influencées par les surréalistes européens. Par exemple, Jackson Pollock, qui utilise la technique du dripping. Au même moment, une autre révolution prit place dans les rues new-yorkaises. La fin de la prohibition qui interdisait la vente d'alcool rend légaux les speakeasy. Les speakeasy étaient des clubs où la jeunesse américaine venait consommer de l'alcool illicitement en écoutant des petits groupes de bebop là où il n'y avait pas assez de place pour les big bands de swing comme Benny Goodman ou Duke Ellington, qui avaient connu un énorme succès commercial dans les années 40 et avaient monopolisé la radio. Ils créèrent involontairement un nouveau courant musical alternatif qui, après la légalisation des speakeasy, s'élargit au grand public. Le bebop devint alors l'hymne beat, une musique plus libre, plus personnelle. C'était plus que de la musique, c'était une expérimentation. Les musiciens exploraient, élargissaient la notion de musique. Conscients des règles rythmiques et harmoniques, ils essayaient maintenant de jouer avec, les rompre, aller au-delà, surprendre, exciter et libérer le public. Les solos frénétiques de Dizzy Gillespie ou Charlie Parker jouant jusqu'à l'asphyxie devant une audience b.a.-ba n'étaient que leur effet de la soif de liberté et d'exaltation de la Beat Generation. Ce que cherchaient les artistes de cette époque, c'était transcender la société matérialiste qui leur était imposée et dans laquelle ils ne pouvaient ni ne voulaient s'intégrer. En 1953, le président Eisenhower écrit une loi mandatant la démission de tous les membres du gouvernement ayant eu un quelconque lien avec le communisme, avec des problèmes d'alcool ou de drogue, ou même de ceux dont la sexualité était ambiguë. Cette décision renforce la paranoïa qui s'était accumulée dans la dernière décennie avec la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre froide. Dans une Amérique en plein essor économique, les nouvelles valeurs prônent la consommation massive et les biens matériels, et c'est justement de ça que la Beat Generation cherchait à s'éloigner. Mais une autre voie s'est ouverte lorsqu'ils ont commencé à se tourner vers le bouddhisme qui apportait une spiritualité et ouverture d'esprit qui leur permit de fuir le mode de vie américain et les valeurs qu'il imposait. Le bouddhisme, centré sur la compassion et l'amour d'autrui, s'avère être la parfaite ouverture pour les membres de la Beat Generation et ils commencèrent la méditation et l'apprentissage de nombreux codes bouddhiques. Baudelaire disait, dans Du vin et du hashish, je comparerai ces deux moyens artificiels par lesquels l'homme, exaspérant sa personnalité, créait, pour ainsi dire, en lui une sorte de divinité. Depuis Baudelaire, le thème de la drogue dans l'art n'a cessé de prendre de l'importance et de se développer. Aujourd'hui, parler de jeunesse désabusée, de vie brisée, de descente aux enfers par la drogue dans la littérature, la musique, est devenu un thème à la mode et assez récurrent. La Beat Generation, lassée de la société effrénée dans laquelle elle vit, tente de trouver refuge dans l'alcool et la drogue. Le trio Kerouac, Ginsberg et Burroughs commence à fréquenter la pègre de New York, se mêlant aux clochards et aux drogués de Times Square. Pour Allen Ginsberg, l'histoire de sa poésie, c'est l'histoire de son aliénation et de ses tentatives pour trouver une voie de sortie. Et justement, la première et la plus évidente qui s'offrait à eux était celle de la drogue. C'est un moyen pour explorer certains modes de conscience bien différents de ceux de leur époque. Pour Ginsberg, la marijuana est un outil politique, antidote contre la merde officielle. Le mouvement de la Beat Generation n'était pas que culturel, mais aussi politique, idéologique. Même si la Beat Generation n'avait pas de manifeste ou de doctrine concrète, ils se présentèrent comme une vague avant-gardiste, contestataire, en s'opposant aux valeurs de la société américaine de l'après-guerre, matérialiste et capitaliste, en publiant des œuvres controversées, prenant des drogues, vivant dans l'indécent et le politiquement incorrect.
Il cherchait une liberté totale, s'opposait contre le pouvoir institutionnel, la production d'armes, les armes nucléaires, la culture de masse américaine, la société de consommation. Il cherchait une liberté sexuelle et défendait la libéralisation de la consommation de marijuana. En 1956, Allen Ginsberg se retrouva dans le tribunal de San Francisco, accusé d'obscénité et d'indécence dans son œuvre Howl. Dans ce long poème qui marqua la Beat Generation et en devint un emblème, Ginsberg critique une société militariste, industrialisée, capitaliste et déshumanisée. Il fut souvent présent lors de manifestations contre la guerre du Vietnam en 1965 par exemple, à Oakland Berkeley, ou pour les droits des homosexuels. Il a aussi été très engagé dans l'idéologie communiste dont il avait sa propre version idiosyncratique, comme il le disait. Il voyagea dans plusieurs pays communistes comme la Chine pour promouvoir la liberté d'expression, ou au Cuba, d'où il fut déporté en 1965 pour avoir manifesté contre la persécution des homosexuels.